Et si ton assiette en disait long sur ta manière de diriger? Et si ta digestion, ta vitalité, ta façon de manger reflétait aussi ta vision du monde, ton rapport aux autres? Dans cet ultime épisode de la saison, je t'emmène là où tu ne t'y attends pas, dans ta cuisine. Mais pas pour cuisiner, pour découvrir comment ce que tu consommes façonne ton leadership holistique. Prépare-toi à reprogrammer tes réflexes, car ce que la nutrition m'a appris, c'est bien plus qu'une hygiène de vie. C'est une philosophie d'alignement intérieur, une quête de sens, une forme de présence à chaque décision. Tu vas voir que nourrir ton corps, c'est aussi nourrir ton leadership. Alors on y va, c'est parti. Bonjour, je suis Christophe Rousseau, ingénieur, physicien, podcasteur, créateur du leadership holistique, écrivain, coach certifié et apprenti druide. Et aujourd'hui, on va explorer la relation entre la nutrition et le leadership. Nutrition et leadership, c'est vraiment deux mondes qu'on pourrait croire opposés, ou en tout cas totalement indifférents. Et pourtant, ils partagent quelque chose de commun. L'art de nourrir, d'équilibrer, de s'adapter. La nutrition, c'est bien plus que manger sainement. C'est une pratique quotidienne d'écoute du corps, de choix conscients et de gestion de son énergie. Le leadership, lui aussi, demande une forme de nutrition émotionnelle et relationnelle. Équilibrer ses décisions, ses engagements, ses interactions. Et dans les deux cas, trop de contrôle ou trop de laisser-aller, c'est l'épuisement. Une nourriture vide de sens, qu'elle soit physique ou intellectuelle, ça affaiblit la clarté et la vitalité. L'absence d'ajustement mène à la rupture. Digestion difficile, conflit interne ou relationnel. Quand j'ai pris conscience de ce parallèle, alors vraiment tout s'est transformé. En ralentissant mes repas, en choisissant des aliments vivants, j'ai commencé à ralentir aussi ma cadence mentale. Ma présence s'est renforcée, ma clarté décisionnelle est devenue plus fine et j'ai appris à mieux respecter mes cycles et ceux de mon entourage. Alors, je vais te donner quelques leçons de la nutrition pour un leadership. La première leçon, ce serait l'équilibre. Trop de sucre, tu sais ce que ça fait. C'est pas bon. Et ben, dans ton équipe, trop de pression, c'est pareil. Un bon leader, comme un bon cuisinier, sait doser. Moi, quand j'ai arrêté de chercher la performance à tout prix, j'ai vu mes équipes respirer à nouveau. Voilà, il faut être dans la mesure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer sucré. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre un peu de pression de temps en temps. Mais ça, vraiment, alors là, à manipuler avec précaution. La deuxième leçon, c'est la qualité. La qualité de ce que tu absorbes devient ton énergie. Je pense qu'il y a suffisamment d'études scientifiques maintenant qui le démontrent. Arrêtons de manger des aliments ultra transformés, vides de calories, des aliments qui n'apportent aucune qualité énergétique. C'est la même chose dans le leadership. Les idées superficielles ou les meetings sans âme, les meetings juste pour blablater, ça fatigue tout le monde. Donc, ce qui est important, c'est que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des séances ou des meetings, mais ça veut dire qu'il faut expliquer pourquoi on fait ces séances, pourquoi on fait ces meetings, et sans entrer dans la justification, juste expliquer ce qu'il y a derrière, en fait. Et puis ce qu'on attend de ces séances, et la même chose pour les idées. Évidemment que les idées superficielles, ça ne va pas vous amener bien loin. Donc choisis la profondeur, choisis les valeurs nourrissantes. C'est Simon Sinek qui le rappelle. Commence par pourquoi et pas par comment. Alors vraiment, expliquer le pourquoi. Ça c'est tellement important dans le management et dans le leadership. Mais c'est la même chose avec les enfants. Combien de parents et combien d'enfants l'ont entendu, c'est fais ci, fais pas ci, fais pas ça. C'est des injonctions, voilà, mais il n'y a pas d'explication derrière. Alors il y a les enfants évidemment qui n'aiment pas qu'on leur dise de quoi faire, mais ça serait déjà plus facile si on expliquait pourquoi, pas juste quoi faire ou comment faire. Puis c'est la même chose avec les relations entre adultes. Moi, il n'y a rien de pire, en tout cas en tant qu'employé ou salarié. J'ai déjà beaucoup de mal avec la hiérarchie, mais si en plus on m'explique pas la raison des décisions qui sont prises, le pourquoi du comment, moi ça passe pas, moi je fais pas. Et
Dans de nombreuses entreprises, on considère que voilà, on fait du top-down, comme on dit en bon français, hein, et on évite d'écouter, on évite de faire du bottom-up, et on évite d'expliquer le pourquoi. Surtout, moi, je peux entendre toutes les décisions, je peux comprendre, mais il faut juste m'expliquer. Et à partir du moment où m'expliquer, après que je sois d'accord ou pas, ça c'est autre chose. Mais à partir du moment où j'ai compris le pourquoi, même si je soutiens pas, je vais quand même m'impliquer dans le projet ou dans le programme, ou peu importe, dans les décisions qui ont été prises, parce que j'aurais compris le pourquoi. La troisième leçon, c'est l'adaptation. Chaque organisme est unique. Donc ça veut dire que ce qui va me convenir moi va pas forcément convenir. Voilà, moi il y a quelqu'un qui va pas supporter le gluten, un autre qui va pas supporter le lactose, un autre qui va pas vouloir manger de viande. Moi je n'arrive plus, j'ai plus envie de manger de la viande par exemple. Donc chaque personne est unique. Alors on sait qu'il y a des choses communes à tout le monde, hein. L'excès de sucre est mauvais pour tout le monde, l'excès de graisse est mauvais, enfin, certaines graisses en tout cas sont mauvaises pour tout le monde, ça dépend du type de graisse. Voilà, il y a des choses qui sont communes à tout le monde, mais après il y a des spécificités en fonction de chaque personne. Et c'est la même chose pour les équipes et pour les relations en fait. Chaque équipe est unique. Donc l'idée c'est de pas copier une méthode, d'ailleurs c'est ce que j'enseigne, et moi je donne des outils qu'on peut adapter à son entreprise, à son équipe. Un bon leader observe, il ajuste, il respecte les différences. Il n'impose pas des choses qui vont ne pas fonctionner avec son équipe parce que peut-être il n'aura pas adapté. Donc moi je crois beaucoup en l'adaptation, en l'observation. D'ailleurs quand j'arrive dans un nouvel environnement de travail, la première chose que je fais c'est que j'observe. J'arrive pas en disant écoutez, moi je vais vous expliquer comment il faut faire parce que je connais, j'ai 30 ans d'expérience dans le management et dans l'industrie, donc je vais vous expliquer comment il faut travailler. Ça, il n'y a rien de pire, c'est très français d'ailleurs, il n'y a rien de pire, moi je fais jamais ça. Je me pose, j'observe pendant une semaine, 2 semaines, en général ça me suffit, puis je commence à voir les petites choses, comment elles s'agencent, et comment je peux adapter ce que j'ai appris dans d'autres contextes dans le milieu dans lequel j'évolue. C'est pour ça que je suis très bien passé de l'industrie du semi-conducteur à l'hôpital, parce que j'ai adapté ce que j'ai appris dans l'industrie du semi-conducteur, qui est très, très technique, très technologique, à l'hôpital, où on est plus centré sur l'humain, évidemment, mais avec des choses, voilà, de la médecine, hein, du soin, donc avec un contexte très différent, mais il y a des méthodologies qu'on peut adapter, qu'on peut transposer. Donc ça, c'est intéressant, l'adaptation. La leçon numéro 4, c'est la constance. Un régime brutal, ça va fatiguer, ça va épuiser l'organisme. Il n'y a rien de pire. Puis en plus, si changer régulièrement de régime alimentaire, c'est vraiment pas bon. Donc l'idée, c'est de faire des petits ajustements, pratiquer le Kaizen. Et c'est la même chose pour le leadership. Un rythme régulier va permettre d'installer, d'élever. Le leadership, c'est vraiment ça, c'est d'être stable, cohérent, de devenir un peu un repère, une sorte de phare. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout, mais on est là, on est d'humeur égale, on peut compter sur moi. Et donc on va vraiment avoir cette idée de constance et de régularité, et de faire du Kaizen, ça aide beaucoup à l'amélioration continue, mais douce et lente. Et c'est la même chose pour le corps, en fait. Perdre du poids très vite, c'est vraiment pas bon pour le corps. Par contre, mettre en place quelque chose, des routines qui vont s'installer gentiment et qui vont permettre d'avoir des résultats durables dans le temps, et ça prend du temps. Et le leadership, pour ça, c'est un peu la même chose, ça prend du temps. C'est ce que je disais tout à l'heure, on n'arrive pas en disant moi j'ai les solutions, je vais vous expliquer comment il faut travailler, maintenant on fait comme ça. On observe, on s'installe, on discute, on échange, on adapte. Et on est constant dans l'adaptation. Alors quelques références inspirantes, quelques récits personnels. Moi dans ma semaine, j'ai intégré des pauses nutritives. Et nutritive, c'est pas juste manger, c'est nutritive dans tous les sens du terme. Alors les marches silencieuses, ça c'est très intéressant. Déjà d'aller marcher, mais de marcher dans le silence, pas avec les écouteurs. Je vois trop de personnes courir ou marcher avec des écouteurs. Alors, de temps en temps, c'est bien aussi, hein, mais parce qu'on a besoin de rythmer et puis de penser à rien, mais ça nourrit pas forcément, ça libère ça.
Pour se nourrir, je pense que la marche silencieuse, c'est vraiment intéressant. Écouter la nature, écouter ce qui se passe autour. Deuxième point, j'ai des moments sans écran. Ça, c'est vraiment... L'écran, ça épuise quand même. Puis on passe nos journées dessus. Moi, je travaille sur l'ordi au bureau, je travaille sur l'ordi aussi pour mes podcasts. On est sur notre smartphone régulièrement. Donc vraiment, des moments sans écran, ça fait du bien. Ça permet de renouveler l'énergie, ça permet de prendre des décisions plus conscientes. Et ça, j'encourage de mettre ça en place dans les entreprises, mais dans votre vie aussi. Des moments sans écran. Ça peut être une petite heure, ça suffit. Par exemple, dans une entreprise, j'ai introduit un rituel hebdomadaire où chaque lundi, on faisait un tour de reconnaissance. Le tour de reconnaissance, c'est évidemment tiré du lean manufacturing. C'est l'idée d'aller sur le terrain, mais c'est un petit peu plus profond que ça. C'est de pratiquer ce qu'on appelle le Gemba, d'aller sur le terrain, d'aller au contact des gens, des équipes par exemple, et puis d'échanger sur leurs pratiques, mais aussi sur leur état, sur leur bien-être, comment ils vont, de parler de la famille, pas que de parler de travail, parce que si on y va juste pour parler de travail, c'est pas très nourrissant ni pour eux ni pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître ces gens. C'est important de les connaître. Parce que je peux comprendre que certaines fois, des personnes soient moins performantes ou aient des problèmes de santé ou des choses comme ça, si je suis plus impliqué dans le fait que je sais la personne a 2 enfants en bas âge, qu'elle a des problèmes de garde, etc. Je vais pouvoir adapter aussi mon organisation. Alors, ne pas adapter l'organisation, c'est pas ça que je veux dire, mais adapter mon discours et ma compréhension et mon empathie. Et puis, il y a une sagesse japonaise que j'aime beaucoup qui s'appelle Ara Hachibu. Ara Hachibu. Manger jusqu'à 80% de satiété. C'est-à-dire qu'au Japon, en particulier à Okinawa, ils pratiquent ça. Okinawa, qui est l'endroit où l'île mère de l'ikigai, dont je suis très fervent. Donc le hara hachibu, c'est-à-dire qu'on mange pas jusqu'à avoir le ventre plein, mais on mange jusqu'à 80% de satiété. Alors c'est pas une chose facile à mettre en place, mais c'est-à-dire que quand on sort de table, on est bien, mais on pourrait encore manger parce qu'on s'est pas complètement rempli. Et puis ça, moi je propose de l'appliquer à notre charge mentale, c'est-à-dire qu'on fait suffisamment, mais pas trop. Ça veut pas dire ne pas trop en faire au travail parce que ça va trop vite ou parce que les collègues vont trouver qu'on fait trop de choses. L'idée, c'est la journée de travail, c'est pas que travailler. D'ailleurs, c'est une journée de vie, en fait. Et on passe 8 heures au travail. En Suisse, c'est 8 heures, en France, c'est 7 heures. On passe un certain nombre d'heures, en tout cas, au travail. Mais il n'y a pas que ça. Une journée, ça fait 24 heures. Donc on passe un tiers de notre journée au travail. Et puis les 2 autres tiers, si on nourrit la charge mentale, comme on le fait au travail, on va exploser. Donc l'idée, c'est d'appliquer le hara hachibu à notre charge mentale. C'est de ne pas remplir à plus de 80%. Et pour ça, s'aménager des pauses, que ce soit des pauses mentales, psychologiques ou ressourçantes, des petites méditations, des moments de pleine conscience, ça aide beaucoup à faire ça. Alors justement, à propos de ça, je te propose des rituels concrets à expérimenter. J'en propose 4 pour nourrir ton leadership existentiel. Premièrement, c'est de faire ton bilan d'équilibre. Chaque vendredi, donc la fin de semaine calendaire, prends 15 minutes pour passer en revue ta semaine. Est-ce que tu as été trop dans le contrôle ? Est-ce que tu as négligé l'écoute ou la reconnaissance ? Est-ce que tu as fait des feedbacks de reconnaissance, de gratitude ? Après une semaine tendue avec avec mon équipe, moi j'ai découvert que j'avais trop misé sur la performance et oublié de valider les petits progrès. Puis, du coup, ça crée une petite tension, puis on la ressent, parce que l'équipe, elle renvoie ça. Donc ça fait de la tension, donc ça permet, si on l'identifie, de réajuster et de pratiquer cette fameuse règle des 80%. N'allez pas au-delà de ça. Ça peut être ton équilibre, c'est pas forcément professionnel, ça peut être aussi dans ta relation avec tes enfants, avec ton conjoint, ta conjointe, avec tes amis, etc. De faire un petit peu le tour. Comment tu t'es comporté ? Est-ce que des relations qui sont mal passées, ou des moments qui ont été un peu difficiles, des journées qui ont été difficiles, pourquoi elles ont été difficiles ? Déjà de faire ce constat
Est-ce que tu es toujours dans l'excès, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs? Est-ce que tu as fait que travailler toute la semaine et puis du coup tu n'as pas du tout pris soin de toi? C'est important de prendre soin de soi aussi, d'aller faire un tour dans la nature, d'aller se faire masser, d'aller voir le médecin parce qu'on a besoin de temps en temps d'y aller, faire un check-up. Enfin voilà, tout ce qui est aussi pour toi, qui te nourrit, qui te fait du bien. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as nourri ta relation amoureuse? Est-ce que tu as nourri ta relation avec tes enfants? Voilà, il n'y a pas que le job, hein, on est d'accord, hein. Le deuxième outil que je te propose, c'est la qualité des échanges. Le travail sur la qualité des échanges. Remplace un point hebdomadaire classique par un moment d'écoute profonde. Par exemple, dans une réunion en one-to-one, hein, avec une personne avec qui tu travailles, moi j'aime bien commencer par cette question: de quoi as-tu besoin aujourd'hui vraiment? Et souvent, la personne, elle va ouvrir un espace vraiment inattendu de confiance parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que tu lui demandes ça. Et ça peut être intéressant. C'est-à-dire que tu fais preuve d'empathie, tu fais preuve d'écoute, mais tu le fais vraiment parce que tu as envie de le faire, hein. C'est pas juste pour faire joli. Il y a l'intention, elle est complètement honnête et transparente. C'est vraiment, tu as envie de savoir de quoi tu as besoin aujourd'hui, vraiment. Et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas en relation avec toi. Peut-être c'est pas à toi de résoudre son problème. Mais déjà, tu es au courant de son problème. Ensuite, le troisième outil que je propose, c'est le leadership sur mesure. Par exemple, chaque lundi matin, moi je regarde mon agenda et je me demande qui cette semaine a besoin d'un soutien particulier. Alors évidemment, ça dépend de la taille de ton équipe, si tu as une équipe à gérer, hein. Mais ça peut être la même chose avec tes amis ou ta famille, peu importe. Qui cette semaine aurait besoin de toi particulièrement? Est-ce que tu as un de tes enfants qui a l'air triste? Est-ce que c'est difficile est-ce que tu as un de tes amis qui passe une période difficile parce que il a perdu son job, ou voilà, il y a une situation difficile, il a perdu un de ses parents, ou voilà. Est-ce que quelqu'un a besoin de toi cette semaine? Et tu lui proposes de lui offrir une heure de présence attentive. Déjà, tu nourris la relation parce que tu penses que cette personne a besoin de toi. Donc c'est bien avant le début de semaine déjà de se dire sur quelle personne je peux porter mon attention, parce qu'on peut pas le faire pour tout le monde. On n'est pas Superman ou Wonder Woman, on peut pas le faire pour tout le monde, on peut le faire pour une ou deux personnes. Puis enfin, le rituel du lundi, donc on fait beaucoup de choses le lundi ou le vendredi. Avant de plonger dans les tâches de la semaine, commence ta semaine par un tour de table avec ton équipe, si tu es manager. Chacun partage un succès ou une gratitude. Ça, c'est vraiment l'idée de commencer la semaine. Voilà, le lundi matin, c'est un peu lourd parfois. Donc de commencer la semaine avec des choses un peu positives et de faire le point sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc ça aide vraiment à augmenter le taux de satisfaction des employés. Un petit rituel tout simple et régénérant d'échange positif avec ton équipe le lundi matin avant de commencer la semaine qui de toute façon va être bien remplie comme elle l'est de toute façon. Alors pourquoi je te parle de tout ça? Est-ce que évidemment tu me connais, en tant que bon ingénieur, physicien, moi j'aime bien aller voir ce que la science raconte de ça. Est-ce que la science confirme ce que je viens de dire? Alors, une étude de Harvard sur les micro-pauses montre que 10 minutes de silence augmentent la clarté décisionnelle de 34%. Bon, je répète les chiffres. 10 minutes de silence, chaque jour, augmente la clarté décisionnelle de 34%. Et ce qui est fascinant, c'est que même les mêmes effets sont observés chez des leaders qui ont adopté des pratiques d'alimentation consciente. J'en ai parlé, hein, dans la pratique de la pleine conscience, de manger seul, une fois de temps en temps, en étant conscient de ce qu'on mange, vraiment en portant toute son attention sur ce qu'on mange, sur le goût, sur la texture, sur l'aspect visuel, etc., de prendre le temps. Ça fait beaucoup de choses. Déjà, on se rend compte qu'on mange moins, et puis ça va jouer sur ton leadership, parce que ton leadership ne se joue pas que dans la salle de réunion, il commence aussi dans ton assiette, il commence dans ta façon de respirer, il commence dans ton rapport au temps.
Alors je sais, c'est un peu surprenant ce que je dis, mais c'était pour bien finir l'année. Je trouvais intéressant de faire le lien entre les deux. Donc tu l'auras compris, mieux tu nourris ton corps, mieux tu nourris ton leadership. Les 4 piliers de tout ça, c'est l'équilibre, l'équilibre de ce que tu manges, la qualité, l'adaptation et la constance. Donc le défi de la semaine, c'est de choisir une de ces dimensions et de engager une action simple par rapport à ce que tu manges, mais aussi par rapport à ton interaction avec les autres, à ton leadership, qu'il soit direct parce que tu es manager, ou qu'il soit indirect avec tes amis parce que tu as un leader holistique. Et n'hésite pas à partager évidemment tes retours sur les réseaux sociaux du leadership holistique. Et on va faire une petite pause, donc c'est le dernier épisode de l'année, en tout cas de la saison 6. La saison 7, justement, c'est un peu l'épisode est un peu la transition de ça, parce qu'on va parler on va aller encore plus loin dans le leadership holistique, on va parler de lean holistique. Et on va aborder un peu comment l'entreprise, comment le travail, l'entreprise, l'entrepreneuriat, mais en gros, comment l'entreprise peut aider à créer un monde meilleur pour les humains, pour le vivant, pour la nature, pour la planète. Donc, c'est une inspiration du druidisme pour le milieu professionnel, mais aussi pour la vie de tous les jours, évidemment, parce qu'on reste des humains, on ne fait pas que travailler. Je rappelle, on est à 1/3 de notre journée au travail, mais les 2/3, on est ailleurs. Donc, on va parler de tout ça dans la saison 7. Donc, en attendant, je vous souhaite un bel été, une belle pause pour moi. Je vous retrouve très bientôt, et je vous remercie d'avoir partagé avec moi cette magnifique saison 6.